Bon allez, toujours aussi claqué, toujours je ressemble à rien, mais on va y aller. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, pour une nouvelle petite vidéo qui va pas être petite du tout, je sais même pas pourquoi je dis ça, avec moi tu sais toujours que t'en as pour un marathon. Et nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée par la communauté des pirates de la boxe. Sur Facebook et sur YouTube, une vidéo qui fait suite à un petit live où je me suis un petit peu énervé sur une production de bouquins de boxe française, voilà, un bouquin de boxe français qui... Ta phrase ne veut rien dire. Poubelle, elle n'était pas au niveau, fait par des casuals, et dans la communauté, sur la page, je pousse à fond et j'ai des très bonnes réponses là-dessus. Je pousse à fond mes pirates à se tourner complètement dans le monde anglophone de la boxe, à regarder les combats forcément en version originale pour sûr. Mettez-vous aux émissions, aux débats aussi en anglais et aussi se pencher sur la littérature boxe en anglais. Pourquoi ? Parce que c'est tout un pan de la littérature qui est très pris au sérieux. L'écrivain de boxe a un vrai statut aux États-Unis. Ce n'est pas simplement du domaine simplement de l'artiste qui fait un essai sur la boxe ou qui veut écrire sur sa passion. Ça, c'est beaucoup plus institutionnalisé que cela. La boxe aux États-Unis possède une association des écrivains de boxe. Voilà, la Boxing Writer Association of America, et qui est une vraie association très sérieuse, très prise au sérieux, qui est un véritable poids, qui est un poids, on ne comprend pas à quel point ce poids dans le milieu de la boxe est important, puisque, je vous le répète, c'est les écrivains de boxe qui font les légendes. Le boxeur, l'athlète fait les performances sur le ring, mais c'est l'écrivain de boxe qui magnifie tout ça et qui crée les légendes, entre autres. En plus d'être de grands analystes et en plus d'être quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est souvent des écrits qui restent dans l'histoire. Voilà, alors la production de livres de boxe aux États-Unis est une production importante, constante, et on peut dire pratiquement plus d'un centenaire, on a plus d'un centenaire de littérature pris comme tel, au sens premier du terme, au sens même lourd de l'art littéraire, voilà, et avec des chefs-d'œuvre et des livres passables, évidemment. Et donc, mes pirates sur Facebook et YouTube qui m'ont beaucoup demandé des conseils de lecture, carrément en anglais, ce qui m'a surpris, mais on y va banco, et moi je vous fais une petite revue. Je vais essayer d'aller vite et d'être précis, parce qu'il y a beaucoup de bouquins pour lesquels j'ai envie de vous parler, et une revue de la bibliothèque boxe du Capitaine, donc de la piraterie de la boxe. Voilà, alors c'est parti, mes pirates, accrochez-vous, prenez un carnet, prenez des notes, parce que je pense qu'avec cette vidéo, qui est une vidéo totalement gratuite, hein, je veux dire, il n'y a pas aucun éditeur qui m'a contacté, je sais vraiment, là, un acte gratuit, totalement désintéressé, je leur fais de la pub gratos. Mais, mes pirates, prenez un carnet, prenez des notes, puisque je suis sûr qu'il y aura forcément quelques bouquins, ne serait-ce qu'un bouquin qui va vous titiller, qui va vous enthousiasmer, et peut-être que vous ferez la commande et vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti pour ce marathon de ma revue des livres de boxe de l'oncle Sam. Allez, c'est parti mes pirates, on commence tout de suite. Boum ! Et on commence tout de suite avec un livre très agréable, très agréable à lire. Un livre, alors si vous aimez la boxe anglaise et les grandes stars de la boxe anglaise, la grande star des années 2000, la boxe anglaise, est sans conteste aucun Ricky Hatton, le seul et l'unique, There Only One,
Ricky Hatton, qui a fait chavirer les foules anglaises, véritablement. Il y a une passion anglaise pour Ricky Hatton dans ces années-là. Et un superbe livre qui est sorti il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, 2 ans de cela. Ricky Hatton, qui est aidé d'un journaliste et qui fait ses souvenirs de boxe, et c'est vraiment plaisant, c'est que de l'anecdote. Alors ça s'appelle Vegas Tale, et le livre va à un moment se resserrer sur toute la période Las Vegas de Ricky Hatton. Faut comprendre que Ricky Hatton a eu une fin de carrière qui s'est faite à Las Vegas avec des grands combats, et il a fait avant il y a eu contre Mayweather, il y a eu contre Pacquiao, il y a eu aussi Malignaggi entre les deux, etc. Mais il y a eu Castillo avant, en 2006, où il remplit le Thomas & Mack Center. Et ça explique vraiment de long en large comment l'industrie de la boxe à Las Vegas. C'est extrêmement intéressant pour voir l'industrie moderne et comment finalement des casinos font le pari sur des boxeurs ou pas. Ils font le pari. Alors souvent le MGM remporte la mise à chaque fois, et ils ont eu un tel impact ces derniers temps sur l'industrie de la boxe, mais ça montre aussi comment ils font des paris sur des boxeurs, et ils y croient pourquoi? Parce que quand tu vas à Las Vegas, en fait, les casinos sont comme des villages. C'est comme un petit village. Tu peux rester dans un casino si tu veux et jamais en sortir. Ce qui fait que quand tu amènes ton combat de boxe, ça veut dire qu'il y aura toute une semaine dans ton casino qui va se centrer sur ce combat de boxe. Ça va être un événement. Et donc, les casinos font des paris sur tel combat de boxe, se disent quel est le boxeur ou le combat qui va nous rapporter le plus de public, donc qui va nous faire le plus d'achalandage, si on peut dire, comme on dit au Québec. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que Ricky Hatton, donc, lui, il a une armée d'Anglais qui le suivait. Et donc, c'était un pari gagné pour ceux qui ont cru en Ricky Hatton. Et on voit, je trouve que c'est les meilleures pages, on voit par le menu comment un casino comme le Caesars Palace s'est totalement vautré sur Ricky Hatton, et comment le Wynn a fait ce pari-là et a eu des semaines exceptionnelles de vente. Donc, à la fois pour le bonhomme, qui est un bonhomme incroyable, et à la fois pour plein de petites anecdotes qui vraiment augmentent votre conscience box. Je dirais pas votre IQ box, mais je dirais le conscience box. Super, si vous aimez le personnage, en plus l'écriture, vous retrouvez son phrasé, c'est l'impression qui vous parle. Il y a beaucoup de livres qui sont comme ça, c'est incroyable, vous avez cette impression forte qui est en train de vous parler. Superbe page aussi sur son premier combat américain. En fait, il est promu par Frank Warren. Son premier combat, je crois que c'est son deuxième combat pro, ou son troisième, je sais plus, peut-être son troisième. Il va à New York au Madison Square Garden en sous-card de Prince Nassim Hamed. Et lui, c'est son troisième combat. Et il y a toutes des pages sur une virée qu'il fait avec... et ça fait longtemps que j'ai lu, et je crois que c'est avec un... Je ne sais plus avec quel... Je crois que c'est avec un poids lourd. Je ne sais pas si c'est... je ne sais pas si c'est l'un des vainqueurs de Mike Tyson en 2004. J'ai un trou de mémoire. Un boxeur de l'époque, avec qui il va faire une virée. Ils sont tous les deux, et ils vont faire une virée à New York, leur première virée à New York. Il y a des très belles pages là-dessus. Bref, et puis ça parle aussi de ces deux combats crève-cœur contre Mayweather et Pacquiao, le chaos qu'il ne s'en est jamais vraiment remis, et aussi n'oublions pas que dans le fight game d'avant-match, le seul qui est battu, la seule fois où Mayweather s'est fait battre en avant-match, comprenez, dans le mind game, dans les coups de pression, dans le trash talk et dans le public qui est retourné le public pour lui, le seul qui a vraiment plié, et vraiment plié, plus que Canelo, hein, qui a vraiment plié Mayweather dans ce registre-là, c'est quand même ce bonhomme. Hein. Revoyez la pesée Mayweather Hatton. Mayweather,
il est chez lui à Las Vegas, mais le mec, il plie le game. Donc vraiment super. Vraiment, tu vois, plein d'anecdotes. Si t'aimes les anecdotes, il y a de l'humour et tout, il y a un son phrasé. Si t'aimes le bonhomme, c'est pour toi. Voilà, ça c'était le premier. Allez, on enchaîne tout de suite. Boum. Alors on enchaîne avec quelque chose de beaucoup moins jovial et sympathique, mais on va enchaîner avec ce livre indispensable. Et alors là, indispensable pourquoi? Pour voir comment la pègre a, dans les années 60 et dans les années 50, 60, on savait, il y a plein de personnages de boxe qui te le font comprendre, mais alors là, avec Sonny Liston, on sait comment la pègre dominait la boxe à fond. C'est un livre, alors si vous êtes des amateurs de littérature d'enquête, littérature policière, vous allez adorer. Vous allez adorer ce livre. Vous allez adorer ce bouquin. Grief que j'aurais peut-être à faire, c'est que ils ne peuvent pas aller au bout des choses. Et voilà, ils te font bien comprendre mais ils peuvent. C'est pas un tribunal. Ils ne peuvent pas dire toutes les choses, mais c'est Sean Hassel qui l'a écrit. Il a longtemps été un mec derrière ESPN, le magazine. Voilà. C'est là que tu comprends que les écrivains de boxe, notamment appartenant à la Boxing Writer Association of America, sont extrêmement importants parce que ils font leurs œuvres, ils font leurs grands livres, mais après tu les retrouves dans les magazines, dans les télévisions, et donc ce sont eux qui formatent aussi les grandes idéologies et les grandes mentalités boxe. Voilà, c'est pratiquement, tu touches quand tu lis les grands auteurs de boxe, tu touches à la matrice idéologique qui a lieu dans la boxe. Voilà. Petit aparté, mais alors, si vous aimez ce bonhomme, le tourment intérieur de ce mec est tellement bien retranscrit. Moi, je vais vous dire, lecture indispensable, mais j'ai souffert. Oh putain, c'est dur. J'ai souffert. J'étais très mal à l'aise, parce que vraiment, avec, comme tu vois, avec l'héroïne, c'est dur. C'est dur, et ce mec, regardez ce regard. Il y a tellement de choses qui se disent dans ce regard. Le mystère, tellement de choses. C'est un regard d'un mec qui sait, et qui est pas blasé, mais c'est le regard d'un mec piégé, qui a vu piégé par la laideur du monde, mais c'était pas un saint non plus. Hein. C'est pas un saint. Mais cet homme révèle plein de mystères, et moi je trouve qu'il y a des mystères qui restent, et qu'il y a des mystères qui rejaillissent sur d'autres, notamment Cassius Clay. Pour moi, 2 combats incompréhensibles, et en même temps, s'il n'avait pas gagné Cassius Clay, est-ce que l'histoire aurait été totalement changée? Et l'histoire, je te parle de l'histoire américaine, avec ce combat pour les droits civiques, hein, et en même temps tu te dis, mais comment il a pu perdre? C'est incroyable. Bon, bref, vous aimez la littérature policière, une évidence, mais accrochez-vous, parce que là c'est total déprime. Accrochez-vous. Voilà, allez, on continue, et puis allez, on va se faire plaisir. Je pense qu'on va aller au soleil. Allez, c'est parti, boum! Et on va au soleil, direction Cuba. Waouh, Cuba, attention, caliente. Donc, encore une fois, mémoire, voilà, je dirais c'est de l'ordre du carnet de voyage. J'en ai déjà parlé de ce bouquin. Indispensable. Alors, Bryn Jonathan Butler, journaliste, écrivain de boxe, journaliste aussi, qui a contribué à ESPN, qui a contribué à The Ring. Et pourquoi il est important?
parce que ce mec contribue toujours quand il est question de la boxe cubaine. C'est-à-dire que dans les grands, ce qui passe de votre interprétation de la boxe cubaine est beaucoup structuré par cet homme, par cet écrivain. Voilà. Donc, The Domino Diaries, domino, on adore jouer au domino dans les Caraïbes, vous le savez bien. Voilà. Alors, ça va vous donner envie de voyager. Alors, ça, c'est sûr, c'est très très dur de lire ce livre et de ne pas avoir envie de tout de suite sortir ta carte de crédit et de prendre un aller pour la Havane. C'est très très dur. Voilà. Alors, très bon livre. Ce que je dirais, mais alors là c'est vraiment, je chipote hein, parce que c'est très bon, c'est que parfois il fait du style pour du style. Voilà. Bizarrement. J'ai l'impression que parfois il fait du style pour style et qu'il écrit comme dit Lara box. Voilà. Donc parfois ça tourne un peu beaucoup autour du style. Mais il faut comprendre que c'est aussi avec un texte comme celui-là que la légende Guillermo Rigondo et ce phénomène Guillermo Rigondo dans les années 2010 a été aussi important selon les analyses de boxe, parce que ce livre-là est une ode à Guillermo Rigondo. Vous comprenez? Et voilà. Donc, carnet de voyage, très bon moment. Il y a un moment avant qu'il parte à Cuba et tout, qui est tout le délire cubain, sur une rencontre avec Mike Tyson qui est plutôt pas mal, anecdote de dingue. Voilà. En gros, il s'est un peu introduit en loose day chez Mike Tyson. Mais c'est vraiment pas mal et ça vous donne, ça vous fait sentir la boxe cubaine. Si vous tripez, si dans votre imaginaire vous voyez dans les salles désuètes cubaines en train de faire du shadow, bon, c'est le livre pour vous. C'est absolument le livre à lire pour le Domino Diaries par Bourine Jonathan Butler. Si vous êtes un latino-cubano boxing fan, c'est pour vous. Allez, on a fait un petit peu de soleil. Allez, on va enchaîner tout de suite. Et on enchaîne, attention, ça va enchaîner avec une succession de pépites recommandées par le Capitaine. Pour moi, des must absolus. Allez, c'est parti. Boum, boum. Là, on enchaîne sur du costaud. Là, attention, là, on est sur du costaud. On est sur quand même le livre, à la fois biographique et le livre définitif, puisqu'il nous a quittés, d'Angelo Dundee. Voilà, My View from the Corner d'Angelo Dundee, avec de très belles pages, de Mohamed Ali, mais aussi de George Foreman. Donc, My View from the Corner, écrit par... Ce qui est génial, ça a été écrit par Dundee et Bert Sugar. Alors, si vous ne connaissez pas qui est Bert Sugar, c'est donc l'écrivain de boxe, c'est l'image de l'écrivain de boxe. Il a représenté ça des années 60, 70, 80, enfin bref, sa carrière, voilà, c'était un homme avec son chapeau symptomatique et son cigare symptomatique. Peut-être ça va vous évoquer quelque chose. Je vais essayer de mettre ici une photo de lui pour que peut-être ça va vous remémorer quelque chose quand vous verrez son visage. Mais c'était des mecs, Angelo Dundee et Bert Sugar, c'était des mecs avec une gouaille de dingue. Vraiment, c'est comme on dit en français, c'est vraiment de la gouaille. Et donc, c'est génial. C'est génial. Alors bon, c'est My View from the Corner, vous comprenez bien, c'est du point de vue d'Angelo Dundee. Voilà, on ne peut pas échapper parfois, et ça on pourrait dire que c'est un petit peu d'autocritique, quoique, mais c'est génial. Et donc, Angelo Dundee est un personnage indispensable à connaître, puisque ils sont tous venus dans ce fameux Five Street Gym de Miami. Ils sont venus s'entraîner et sont venus s'entraîner le Cassius Clay, voilà, qui se développait, les meilleures années de Cassius Clay, bref, cette période 60, 64, etc. Moi,
ce que j'aime dans ce livre, c'est que toute la carrière d'Angelo, j'aime aussi ces pages qui concernent Sugar Ray Leonard. Moi, je trouve que plus que Mohamed Ali, parce qu'on connaît bien l'histoire face à Mohamed Ali, et on apprend peu, mais on a des confirmations de ce qu'il pensait de Don King, ce qu'il pensait de certains personnages de l'entourage de Mohamed Ali, comment en fait il était un peu toujours entre deux, c'était pas du tout évident, mais j'aime quand Angelo Doni parle de boxe et en sortant de ce mythe peut-être trop écrasant qu'a été Mohamed Ali, toute sa carrière qu'il a faite. Et on oublie trop souvent que c'est l'homme qui est derrière Sugar Ray Leonard. Et les pages sur le fight Sugar Ray 1980, septembre 81, attention, hein, le Captain il avait quelques mois, mais je crois que j'ai senti des secousses dans mon berceau. Leonard Earns 1, et comment là vraiment Dundee il a changé le fight, il a réussi à rentrer dans la tête de Leonard, à lui dire les bonnes choses, notamment qu'il était en train de merder à fond, et comment il a réussi à remotiver, à énerver comme il le fallait Leonard. Vous savez comment ça se finit ce combat, hein. Voilà. Et aussi j'adore, il y a des pages très très belles parce que c'est sa fin de vie, c'est sa fin de carrière, et un rapport très 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 beau, très sympathique avec George Foreman. C'est l'homme qui est dans le coin de George Foreman quand George Foreman fait son retour. Angelo Dundee est dans le coin de George Foreman. Ce qui est fou, c'est qu'il est dans le coin d'Ali quand Ali bat Foreman. Il est dans le coin de Foreman quand Foreman redevient champion 20 ans après. Incroyable aussi, incroyable aussi. Et là, c'était une toute autre relation. On t'entraîne pas un mec de 45 piges, ancien champion du monde. T'es plus un accompagnateur, etc. Mais très très belle page. Donc, pépite absolue pour un nom, pour un géant de la boxe et de l'histoire de la boxe. My View from the Corner d'Angelo Dundee et attendez mes pirates, véritablement à lire avec ceci. Alors je ne sais pas si vous trouverez, c'est une ancienne édition que moi j'ai retrouvée au Puce de Mohamed Ali, The Birth of the Legend, Miami 1961-1964. Je vous en ai déjà parlé, un recueil de photos magnifique, sublime, sur le Mohamed Ali de Miami au 5th Street Gym de Miami, véritablement avec les photos iconiques dans la piscine, hein, on connaît tous cette photo iconique, mais ça c'est un livre avec le Sonmister, c'est un livre fait par un recueil de photos du photographe de l'époque. Ouais. Alors lisez My View from the Corner que vous voyez là, avec ça à côté, vous allez kiffer, vous allez y être. Vous allez retourner en 1964, vous allez kiffer de ouf. Enfin vraiment super. Voilà. Vraiment deux choses indispensables, des pépites à avoir directement. Voilà mes pirates. Allez, on va enchaîner encore. On va parler d'Ali pour une autre pépite absolue. Oh, et voilà. Facing Ali. Alors pour moi, ça a été un coup de cœur, mais coup de cœur énorme coup de cœur. Facing Ali, Stephen Brunt, je crois que mec de Toronto, qui a été un peu la voix boxe canadienne anglophone. Franchement, une merveille absolue. Et ce livre est incroyable, et ce livre a donné naissance à un documentaire qui s'appelle aussi Facing Ali, qui est génial. Le principe de ce livre et du documentaire, les deux vous devez les avoir. Le principe, c'est que l'écrivain va à la rencontre des adversaires de Mohamed Ali, des adversaires, et en fait un portrait
et leur rend grâce à des adversaires, et que ce soit des grands noms, on pense tout de suite à Foreman et Frazier, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement aussi d'autres portraits. Bon, tu vois, t'as George Foreman, mais il y a tellement d'autres portraits. Par exemple, ben voilà, on m'avait posé la question. Par exemple, Jean-Pierre Koopman, belge de Gand, en Belgique, qui a affronté Mohamed Ali. Voilà. Et on fait un portrait, et donc là, en termes de culture boxe, des gros il retrouve le premier adversaire de Mohamed Ali. Le premier adversaire de Mohamed Ali qui, malheureusement, qui s'appelle Tune Hunsaker, qui aura une carrière difficile et qui aura certains moments de démence à cause de la boxe. Voilà. Et Ali aura toujours une tendresse. Vous savez qu'Ali était très injuste dans ses amitiés, c'est-à-dire qu'il a été totalement injuste avec Frazier, mais avec d'autres, alors il leur donnait beaucoup, et le Tony était... Ali a toujours eu de l'affection pour lui, il l'a souvent aidé et allait le revoir aussi. Donc tu as des très belles pages sur Henry Cooper, sur Georges Chuvalo, je vous disais, Brian London, qui est un petit peu oublié, bien sûr Chuck Wepner, le vrai Rocky, et Ron Lies aussi, de très belles pages sur Ron Lies et Ernie Shaver. Ernie Shaver et Ron Lies, il y a de très beaux portraits qu'il fait, et le documentaire leur rend grâce, il est magnifique. Indispensable d'avoir ce documentaire, mais le livre accorde encore plus de temps, bien sûr, à chaque portrait. Donc ce livre-là, Facing Ali, indispensable selon moi. Indispensable, puisque cette période-là est une période en fait où tout est tellement centré du côté d'Ali que beaucoup de spécialistes en perdent la vision globale, c'est-à-dire aussi l'adversaire. Et voilà, si vous kiffez cette période-là, Ernie Shaver, Ron Lies et Foreman. Vous vous souvenez de son combat, Ron Lies contre Foreman? On est dans la bonhommerie puissance 50 000, donc les bonhommes, on leur rend grâce là, à voir, vous allez kiffer, c'est une pépite. Une pépite. Allez, attention, là, mes gars, mes pirates sûrs, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous, parce que le prochain dont je vous parle, là, c'est pas pépite, c'est chef-d'œuvre. C'est indispensable. Indispensable. Vous êtes prêts? Attention, on y va. Boom! At the fight. Alors, je remercie la capitaine Crochette, parce que c'est un cadeau, mais sublime, magnifique, incroyable. Ton IQ Box va péter, va devenir stratosphérique. Ça va être une fusée. C'est juste incroyable. At the fight. Alors, regardez bien le titre, America's Writer on Boxing. C'est un recueil de textes que d'écrivains de boxe reconnus, que d'écrivains de boxe qui ont d'ailleurs participé à l'association dont je vous parlais. Et des écrivains de boxe, alors bien sûr il y a Norman Mailer qui est dedans, mais tu as des écrivains de boxe essentiels et des textes essentiels, des textes incroyables je n'ai jamais lu un autre livre qui me permet de me replonger dans les événements, dans leur cœur profond, dans leur cœur, dans leur tripes, dans la chair de l'événement lui-même, dans la psyché profonde des personnages. C'est hallucinant. Tout est hallucinant. Regardez, j'ouvre par exemple avec H.L. Mencken. H.L. Mencken qui est mort en 1956. Voilà, comprenez. Être un écrivain de boxe, comprenez, ça vient de loin. Aux États-Unis, je vous parle. Et lui, il était de Baltimore. Et son grand écrit journalistique sur Baltimore, regardez sur qui il le fait.
Dempsey contre Carpentier. Voilà. Il y a des choses incroyables. Il y a des portraits de grands champions comme des portraits d'anonymes, mais en termes littéraires, incroyables. Alors, un écrivain qui revient très très fort en ce moment, parce qui est mort en 2008, mais il y a, je pense, un livre en France, dites-moi, qui s'appelle Ce que cela prend, ou ce que cela coûte, je crois, en français, voilà la traduction française, excusez-moi, mais c'est W.C. Hines. W.C. Hines, alors, voilà. Et Brownsville Bomb, voilà, son texte, un texte incroyable aussi. Donc, si vous aimez ces livres, je sais que le livre de Hines en France a beaucoup d'écho dans la communauté des pirates, vous allez kiffer. Et ça va, donc ça balaye 100 ans d'écrit de boxe, mais on est dans les grands écrits. Attention, on est dans les grands écrits. Moi, je te dis que même Norman Mailer, je trouve que c'est le mauvais là-dedans. Je te le dis. Et donc, les grands écrits, et ça va. Un des derniers écrits, c'est sur un portrait de Oscar de la Hoya et de son rapport à son père. Voilà, un portrait d'Oscar de la Hoya vu à travers les yeux de son père par un mec que j'aime beaucoup, qui est maintenant un analyste sur ESPN, encore une fois, écrivain de boxe, ouais, il quadrille les médias boxe, et donc il quadrille les mentalités, mais ce qui est bien, c'est que c'est des mecs de talent, et de grands talents. Enfin bref, ce livre est un must. Ce livre est un must absolu. Si, je pense que je sais pas ce que je me fais si je le perds. C'est vraiment incroyable recueil, ça se lit bien et tout. Franchement, coup de cœur, puissance 20 000. Vraiment à posséder. Et quand tu crois savoir beaucoup, ce genre de livre te remet sur les bancs de l'école et te fait tout réapprendre. Incroyable, mes pirates. At the fight. Allez, on enchaîne. Alors on enchaîne avec un truc un peu plus marrant. Alors c'est plus pour vous exprimer à quel point je suis déglingué. Encore un beau cadeau, hein, encore de la Capitaine Crochette. Elle sait parler à son homme. Qu'est-ce que tu vas me faire quoi comme cadeau? Tu vas me faire une montre? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Je m'en bats les couilles d'une montre. Tu m'offres ça, je suis fou. Bon bref. Donc, Third Man in the Ring, intéressant, mais il faut avoir un petit esprit pernicieux pour le lire. Je m'explique. Portrait d'arbitre. Idée géniale. Tellement évidente qu'elle n'a jamais été faite. On se dit, bah oui, voilà, ces mecs-là méritent un livre, ils méritent des portraits. Donc, portrait de 33 arbitres, des arbitres importants, et leur parcours. C'est intéressant de voir leur parcours, et c'est intéressant. Ce livre te montre très bien, mais il faut, en sous-texte, ce livre te montre très bien en quoi les arbitres, c'est une activité qui est faite avec passion, mais qui au bout d'un moment devient un métier, et devient une chasse gardée. Vous comprenez? Il y a un phénomène pervers que tu arrives à lire entre les lignes là-dessus. Et donc, tous les portraits sont des portraits presque hagiographiques, j'ai envie de dire, où vraiment il n'y a aucune grande remise en question. Alors c'est à prendre et à laisser. Donc moi, il y a le portrait de Jack Reese. J'en ai déjà parlé sur la page Facebook. Là, j'ai encore fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je suis dans ma voiture, je parle, je dis que c'est pour moi le meilleur. Voilà. Et à toi de décerner l'honnête homme du mec un peu plus
Voilà. Il y a aussi Frank Cappuccino aussi, que moi j'aime beaucoup en, en portrait. Voilà, Kenny Bayliss, Frank Cappuccino, Eddie Cotton. Voilà, moi je pense Miss Lane. Et je te dis, moi j'ai été convaincu par Jack Reese, j'ai été convaincu par Miss Lane, convaincu aussi par Kenny Bayliss, et il m'a l'air d'être un homme honnête et droit. Mais alors, regardez, magnifique, on en parlait il n'y a pas longtemps, parce que on a le couple destructeur de jugement, les Byrd. Donc on a un portrait de Robert Byrd. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c'est que Robert Byrd, il vient pas te casser les pieds seulement pour arbitrer de la boxe. Apparemment, au Nevada, il arbitre aussi du basketball et du volleyball. Je te raconte pas. Je te raconte pas. Le mec, il veut faire profiter tout le monde de son incompétence. Voilà, donc bon, alors on sait qu'il s'est marié en 2001 avec Adélaïde, hein, voilà. Et franchement, quand tu lis son portrait, tu vois l'entre-gens et tu vois, à travers ce portrait, en quoi la commission athlétique du Nevada est un truc dysfonctionnel au possible. Quelle est la seule commission athlétique qui n'a pas de Twitter, qui n'a pas aucun lien de réseaux sociaux, et quelle est la commission athlétique qui interdit à ses arbitres et à son personnel, juge, arbitre, hein, ça tourne, c'est un personnel qui tourne à chaque fois, qui interdit d'avoir des réseaux sociaux? La commission du Nevada, parce qu'ils savent très bien que s'ils avaient le moindre réseau social à chaque soirée boxe au Nevada, à chaque enflure qu'ils font, ils se recevraient une tonne de merde sur Twitter, etc. Et donc, c'est la commission athlétique qui en fait avoue par là que c'est des mauvais. Ils préfèrent rester des mauvais et pas changer. Voilà. Moi, Kenny Bayliss, franchement, il a bien du courage d'être dans cette organisation qui a milieu d'autres commissions athlétiques qui, elles, sont beaucoup plus... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais qui sont beaucoup plus réglo et beaucoup plus droites, comme la commission de New York ou la commission de Californie. Franchement. Mais quand vous lisez entre lignes, vous avez quelques signes et vous arrivez à remettre les choses en place. Mais bon. Le problème de ce livre, c'est que il y a aucune distanciation critique sur les propos. C'est des portraits, des beaux portraits d'arbitres, mais comme je vous dis, apprendre et à laisser. Franchement, apprendre et à laisser, surtout quand tu le lis a posteriori et que le Byrd, il t'a fait encore une grosse connerie. Voilà. Donc, Third Man in the Ring. Alors bon, t'as compris que ça, je suis sûr que c'est pas sur ça que tu vas tout de suite te pencher. Mais t'as compris que le capitaine, il a quand même ça chez lui. Pour te dire à quel point je suis irrécupérable. Allez, on enchaîne tout de suite. Allez, on continue avec une des derniers achats du capitaine, James Lawton. James Lawton, donc grand correspondant, enfin un grand, important correspondant pour la presse britannique de boxe. Voilà, et donc là c'est un peu une sorte de résumé de sa carrière, des grands moments de sa carrière, les grandes dates de sa carrière professionnelle de correspondant de boxe. Et alors ça vous couvre toute la période. Ça commence New York 1977, Montréal 1980, on sait pour quel combat, au stade olympique, je vous la fais pas quand même, bien sûr. Il y a aussi le Mohamed Ali contre Holmes, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, et après tu t'aperçois en fait que sa carrière s'est véritablement centrée sur la figure cristallisatrice de cette période-là, Mike Tyson. Alors pour Lawton, bon, il n'y a jamais eu rien de mieux que Lennox Lewis. Ça se tient, ça se tient, mais bon, ça se sent aussi beaucoup. Voilà, je veux dire, le mec il se touche sur Lennox. Mais force est de constater que sa carrière n'aurait été rien sans Mike Tyson. Je veux dire,
Les références, bien sûr que Las Vegas joue en 97, bien sûr, pas pour des bonnes raisons. Donc en fait, moi je suis assez mitigé. Ce qui est bien, c'est une recontextualisation au moment des faits. Euh, au moment des faits, et c'est très intéressant. Et les meilleures pages sont en fait sur les combats qui sont un peu moins chargés en côté iconique. Moi, je trouve que ce qu'il fait son écrit sur Tyson Tucker, donc on est en 1er août 1987 à Las Vegas, est vraiment bien retranscrit et euh, on, re- on recomprend quand même que sans cette main cassée de Tucker, et ce con se casse la main genre une semaine ou deux avant le combat, et c'est bien expliqué, et ça c'est bien expliqué dans un sparring où en fait c'était un sparring avec un mec, en fait il avait plusieurs de ses sparring, et il y en avait un qui était à peu près grande gueule dans son dos, et qui disait de la merde dans son dos. Donc le Tucker il fait ok, on va faire un sparring tous les deux, puis il l'a maravé quoi, tu vois, il lui est passé au travers. Il lui est tellement passé au travers, avec l'envie de lui passer au travers, comme on dit, qu'il s'est cassé la main dessus. Et quel aurait été le combat Tyson-Tucker avec un Tucker complet à 100%. Non pas avec un Tucker qui avait eu à peu près une main. On le saura jamais, mais c'est très très bien retranscrit là-dedans, très bien retranscrit, ses meilleures pages, voilà. Et en tout cas, si vous voulez comprendre la fascination qu'a exercé Mike Tyson pour des mecs qui étaient franchement enclins à lui chier dessus. C'est là que vous voyez que son aura, son magnétisme était plus fort que tout. Ça se retranscrit bien dans ce livre. Comme je vous dis, il y a vraiment franchement à prendre et à laisser, mais c'est là qu'on voit que Tyson est une des figures les plus iconiques du sport à tout jamais. Je parle même pas de la boxe, mais du sport à tout jamais. Il a fait la carrière de journaliste. Malgré tout, t'en auras pour ton argent niveau culture boxe et précision. Vraiment. Voilà. Donc, comme je dis, à prendre à laisser, mais très bon à voir. Franchement, ouais, bon à voir. Je ne le mettrai pas dans mes pépites ni dans les chefs-d'œuvre, mais vous ferez votre propre idée. Allez, on va enchaîner tout de suite. Boum! On enchaîne avec Roberto. Roberto, obligé. Alors, vraiment, cette biographie, en tout cas beaucoup plus intéressante que le film. Si vous voulez aller voir sur la page YouTube, vous pouvez retrouver ma review, ma critique du film Hands of Stone de 2016. Ça remonte, et ben oui, la page a quelques années déjà. On va bientôt en 4e ou 5e année. Enfin bref, vous pouvez la retrouver, mais le livre est quand même vachement mieux. Et vachement mieux. Même si c'est une autobiographie, il faut bien comprendre. Le Roberto, c'est pas l'as de l'autocritique. On est bien d'accord. Mais ça fourmille d'anecdotes. Et je vous renvoie aussi à une émission spéciale qu'on avait fait avec Nicolas de Culture Box et avec Pirate Clément, où on avait fait toute la fin de notre podcast, vous savez, notre fameux podcast, sur Roberto Duran, et je parlais déjà de ce livre, et revoyez le podcast, j'évoque plein d'anecdotes, je ne vais pas m'étendre, il y a une anecdote hallucinante avec Fidel Castro, proprement hallucinante, hein, il s'est fait kidnapper par Fidel Castro, voilà, incroyable, si vous aimez les anecdotes, ça formule ça. Et si vous aimez le personnage, c'est super. Mais n'attendez pas d'être totalement convaincu par le nomas, par l'explication du nomas. Voilà. Ça de côté, ça fourmille d'anecdotes incroyables. Vous allez vous marrer en plus. Vous allez vous marrer, et le pépère,
il en a fait des vertes et des pas mûres, vraiment. Et puis aussi, ça retranscrit bien ce personnage. Moi, c'est un personnage que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui en a rien à foutre qu'on l'aime pas. Voilà. Il est brut de décoffrage, il- voilà, alors ça passe ou ça casse, mais je, je me dis, en cela, mec très honnête. Très honnête. I Am Young, dans les autobiographies, à voir. Voilà, I Am Young, Roberto, hein, et sa plus grande victoire. Allez, qu'est-ce qui nous arrive? Attention, magie. Tadadadam, tadadadam, Teddy Atlas. Teddy Atlas, alors Teddy Atlas maintenant il est à la cote en France. Hein. Teddy Atlas, t'en parlais il y a 5, 10 ans, etc. Voilà, c'était. Voilà. Mais l'effet bénéfique des réseaux sociaux, des médias, de YouTube, etc., c'est que cette figure extrêmement importante pour la boxe moderne, pourquoi? Parce que oui, c'est un entraîneur, mais lui aussi, d'une certaine façon, sans avoir écrit de livre, à part celui-là, est un écrivain de boxe incroyable. Et a forgé des mentalités, a forgé des visions, des regards, un œil. Il nous a forgé notre œil sur la boxe. Teddy Atlas, donc indispensable. Alors, très très bon livre, mais qui va bien vous faire comprendre plein de choses. Pourquoi ça a été la galère en fait pour Teddy Atlas jusqu'à tard dans sa vie. Jusqu'à tard dans sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le Michael Moore, c'est 1994 où il arrive à en vivre pleinement et plus être dans la dèche, quoi. C'est incroyable. Bon, c'est un mec formé par Cus D'Amato. Et donc, si vous aimez les philosophies de boxe, il va vous expliquer par le menu c'est quoi l'école Cus D'Amato. À mettre en lien avec le chef-d'œuvre de Ring, parce que là-dedans, tu as des pages incroyables sur qui? Sur Floyd Patterson. Et sur Floyd Patterson, et bien sûr, de qui on parle? On parle de Cus D'Amato. Cus D'Amato des années 50, des années 40 et des années 50. Ce Cus D'Amato là, il est dingo le mec. Le mec, il a un grain, il a des gros problèmes. Et tu comprends que ces gros problèmes, eh ben, il a réussi à les transcrire d'une façon bizarre, mais dans sa mentalité boxe, pour faire des cadors et pour faire des nouvelles stratégies, le peekaboo, bref, à mettre en lien. Oui, c'est tellement important. Tellement important. Celui-là est tellement important parce que vous pouvez après faire des effets miroirs avec tout ce que vous allez lire. Donc, Teddy Atlas, génial, et vous retrouvez son phrasé légendaire, vous retrouvez ses analyses. Après, ce qui transparaît à travers, quand tu arrives à lire entre les lignes, c'est que le mec n'est véritablement pas facile à supporter. Et les meilleures pages sont pour moi sa relation avec Michael Moore. Après avoir lu ça, je me demande comment ces deux mecs ne se sont pas entretués, ne se sont pas mis une balle dans la tête, l'un comme l'autre. Je me demande encore comment ils ont fait pour se supporter. C'est proprement incroyable. C'est les meilleures pages du bouquin, selon moi. Vraiment à conseiller. Alors c'est une réédition, ça date de 2006, première édition 2006. C'est un petit peu dommage, un peu frustrant, ça mériterait un tome 2. Pourquoi? Parce que ces années ESPN, je vous parle tellement souvent de Friday Night Fight sur ESPN, et en quoi Teddy Atlas et son émission sur ESPN a vraiment tout changé, et que c'était une émission totalement pour les fans hardcore, avec des combats vraiment pour des combats parfois qui étaient des combats locaux, des combats, mais c'était la boxe, vraiment, ça puait la boxe, tu vois ce que je veux dire, ça puait la boxe. Bon, donc ça, il peut pas l'évoquer. Il évoque, voilà, parce qu'après 2006, il y a encore eu des belles choses, il y a encore eu des bons moments à Friday Night Fight. Il l'évoque pas assez, parce que Teddy Atlas, c'est quand même l'un des rares qui a réussi à changer une décision injuste. Vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est quand même le mec qui allait dire ses 4 vérités à la commission athlétique du coin.
au président, à tous les juges, et qui a réussi à changer une décision. C'est un sauveur, ce mec. C'est un sauveur. Enfin, on rêverait tous d'avoir fait ça, mais lui, il l'a fait, il les a démontés en plus. C'est génial, bravo à lui. Voilà. Et puis il y a un truc qui me manque, et j'aurais vraiment voulu, pour moi, ça mériterait un livre à soi, sa relation qu'on ne sait pas dans ce livre, avec Timothy Bradley. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir un livre Teddy Atlas, Timothy Bradley, parce que pourquoi Timothy Bradley va faire Teddy Atlas pour sa fin de carrière? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont ça m'intrigue. Moi, je pense que je vais vous faire bientôt un grand portrait de Timothy Bradley. Je pense. Voilà, j'ai un nouveau format en tête, c'est les discussions Hall of Famer. Voilà, et Timothy Bradley, je pense que je vais commencer par lui parce qu'il est dans la discussion. Voilà. Et j'aurais vraiment voulu, mais voilà, je vous dis, ça, lisez rien que pour sa relation avec Michael Moore. Tu te dis, mais comment? Enfin, tu lis ça et toi-même, t'as envie de les massacrer, t'as envie de te bagarrer avec eux, t'as envie de leur mettre des claques. C'est incroyable, c'est génial, c'est tellement bien retranscrit que tu dis, mais comment ils ont fait? Enfin bref, et ils ont quand même gagné contre Holyfield et après ils ont gagné d'autres combats. On en parle loin, mais l'après-défaite de Moorer contre Foreman, ils sont restés ensemble et ils ont eu des belles victoires contre Franz Botha, des choses comme ça. Bref, si t'aimes le bonhomme, obligé de l'avoir. On est d'accord? Alors là, on va parler des bonhommes qu'on aime encore. Attention, magie. 1, 2, 3. Oh, Smoking Joe. Véritable dernier achat en date du Captain et dernière lecture du Captain. Je suis de dingue. Je suis de dingue. Smoking Joe, The Life of Joe Frazier par Mark Tram Jr. Encore une fois, le journaliste, écrivain, associé à l'Association des écrivains de boxe des États-Unis. Génial. Génial. Enfin, un livre qui arrive véritablement à prendre le parti impossible de voir Smoking Joe seulement à travers pour lui. À travers lui et pour lui. Et pas à chaque fois sempiternellement en effet miroir avec Mohamed Ali. Voilà, bien sûr que Mohamed Ali est présent. Bien sûr qu'on reparle des injustices qu'il lui a fait subir. Voilà. Mais quand tu lis ça, tu te dis franchement, tu l'as mauvaise contre Ali parce que qu'est-ce qu'il a été bâtard. Voilà, Ali, c'est icône, héros, voilà, héros de tout le monde, moi aussi, un héros de moi. Mais Ali, qu'est-ce qu'il a été bâtard avec lui. Voilà. Quand tu comprends l'enfance du bonhomme, qui était le moins privilégié des deux, qui a eu l'enfance la moins privilégiée des deux, ça va. Hein. Ça va. Et donc, c'est génial. C'est véritablement génial. Et bref, ça vous remet dans le contexte, ça vous reparle de choses, ça vous reparle aussi d'une carrière. Voilà. Parce qu'il y a une carrière derrière. Hein. Il y a des combats, le combat contre Jerry Quarry. Et voilà, il n'y a pas que Ali. Ali a tout cristallisé, mais il n'y a pas que ça. Et puis, c'est son début de carrière incroyable. Champion olympique, le bonhomme. Hein, on se pignole sur tous les champions olympiques, on en fait tous des méga stars. Voilà. Hein. Donc, Smoking Joe, franchement, et je sais, vous, les Frenchies, c'est un personnage qui vous touche beaucoup. Je sais, c'est un personnage qui touche beaucoup de monde. Faut l'avoir. Alors, faudrait que ça sera traduit. Mais s'il y a un éditeur qui peut traduire un livre de boxe, cette année, c'est ça. C'est ça. Et moi, je pense qu'en France, ça marcherait vraiment bien. Ça marcherait vraiment du tonnerre. Du tonnerre parce que ce mec-là, ça parle à beaucoup et ça parle à plusieurs générations. Tu sais, moi, la génération de nos darons et tout ça, c'est important. Ça pourrait être un magnifique cadeau à faire à nos pères. Tu vois ce que je veux dire? T'es d'accord avec moi? Voilà. Et donc, moi, je me le suis fait pour moi. Génial. Pépite du Captain. Allez. On parle de trait. Oups. Ça se casse la gueule, il y a tellement de livres.
Bon, on parle de traduction et, petite surprise, le Capitaine va finir avec de la production française. Je m'explique, des choses à voir et des choses à dire. Alors maintenant, attention, on switch et on va parler de choses françaises. Ouh, eh oui, on va parler de ça. Alors ça, c'est vraiment le hasard, la chose la plus ironique qu'il va avoir dans la vidéo. C'est que ce livre que moi j'ai acheté ici au Canada, mais qui est publié aux États-Unis par une grande société de comic book, Dark Horse Books, mais qui est aussi... il y a le comic books et il y a le graphic novel. Graphic novel, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Comme moi, une seconde. Tu vois, par exemple, ça c'est une graphic novel. C'est vraiment un livre graphic novel. Et d'ailleurs, pour moi, c'est du génie absolu. Ça n'a rien à voir avec la boxe, mais ça a à voir avec le Canada. Pour moi, c'est le meilleur portrait du pays que Jeff Lemire a créé avec cette graphic novel. La meilleure chose, comment parler du pays, Canada, c'est ça. Tu comprends tout de ce pays avec ça. Bref, chef-d'œuvre. Donc ça, c'est le graphic novel. Et là, on est dans un graphic novel, mais sauf que, si je comprends bien, ça a été fait en France. Le projet est un projet français qui a été donc, à mon avis, traduit. C'est vraiment le chemin inverse, et c'est tant mieux, cocorico on peut dire, sur en fait, graphic novel de Mohamed Ali, la vie de Mohamed Ali, la carrière, tout ça. Génial, objet génial. Alors ça a été écrit par Sybille Titeux et dessiné par Amazing Amazian, si je me trompe pas. Voilà. Bon, Amazing Amazian, l'artiste, je sais pas si c'est une femme ou un monsieur, ils ont tout retranscrit. C'est génial. C'est génial. T'as une mise en contexte des personnages, t'as l'enfance, et quand t'es un ouf de boxe, donc tu connais par cœur l'histoire, mais tu connais aussi les détails. Et j'adore, c'est qu'on va aussi dans le détail, c'est-à-dire qu'ils accordent des pages. Je parle de boxe par exemple à Ken Norton. Attends, je mets là. Ken Norton. Ils accordent une page à George Chuvalo. Eh oui, hein, Henry Cooper. Hein, c'est vrai qu'il s'est fait knocker par Henry Cooper. Heureusement qu'ils ont fait un coup de vicelard contre Henry Cooper, sinon Ali il avait sa première défaite en Angleterre et pas au Madison Square Garden. Mais vraiment génial. Regarde, j'adore. Regarde-moi ça ce portrait. Regarde-moi ça, c'est génial. Le combat Fight of the Century. Et j'adore, il y a des effets où, tu sais, blurry, où tu te rends compte, que ça va mal dans la tête d'Ali contre Frazier. On parlait de Joe, voilà, et tout. Alors, j'aimerais savoir, petit bémol, c'est que je trouve que la conclusion de cette œuvre, le propos qui conclut cette œuvre, et je suis désolé Sybille, il y a un propos qui est un peu peut-être un peu une prise d'otage intellectuel, en tout cas un truc lourd à porter sur l'actualité moderne, sur l'actualité de ces dernières années, et faire un lien direct avec beaucoup le font aux États-Unis, c'est vrai. Hein, voilà, on parle notamment du petit Trayvon. Hein, ça c'est un scandale que moi non plus je n'ai pas oublié, Sybille, moi non plus, mais c'est, comment dire, c'est un propos d'actualité qui vient peut-être, je trouve, atténuer la portée historique de ton portrait de la vie d'un homme et lui faire quelque part tenir des propos qu'il n'a pas tenus, qu'on ne sait pas. Donc voilà, c'est un bémol. Mais attention, c'est une pépite. Voilà, c'est le petit bémol que j'ai, mais c'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite. Si Sybille Titeux, hein, c'est bien ça, je crois qu'elle a un nom plus long que ça. Alors, si elle regarde cette vidéo, tu es la bienvenue pour échanger avec le pirate.
Sybil Titeux de la Croix. Voilà, right. Alors écrit par Sybil Titeux de la Croix, illustré par Amazing Amazian. Illustration de dingue. Illustration de dingue. Voilà. Alors voilà, objet indispensable si vous aimez les comic books, vous aimez les graphic novels comme je vous ai expliqué, et Mohamed Ali, et véritablement, je retire mon chapeau à Sybil parce que j'ai l'impression que tu es peut-être fan de Mohamed Ali, mais peut-être pas fan de boxe, mais vraiment, tu as fait tes devoirs mieux qu'il le faut, mieux que beaucoup d'autres. Tu es allé dans le détail, et vraiment bravo. Bravo, c'est objet magnifique, et ça vient de France. Corico, allez, on enchaîne. Et on continue ce que vous pouvez trouver en France avec FX Tool. FX Tool, écrivain américain, auteur de La brûlure des cordes et Pound for Pound, traduit coup pour coup, et d'autres nouvelles. Alors c'est un écrivain de nouvelles. Ce qui est très bien, c'est des recueils de nouvelles, et il a fait que des recueils de nouvelles et un roman inachevé, et je vous en parle tout de suite. Indispensable, des romans indispensables à avoir. Ça pue la boxe, la vraie. Le mec a vécu toute sa vie dans des gyms de boxe. Il a été soigneur. Il a traversé le pays pour des combats. Il n'a jamais eu la chance en tant que soigneur de participer à un gros combat. Voilà, il a été l'âme de la boxe à Las Vegas, à Los Angeles. Par contre, il est l'auteur d'une nouvelle de $1 Million Baby. Alors le film, je l'ai souvent dit dans mes chroniques, faites attention, le film est en fait une accumulation de plein de petits détails tirés ici et là de différentes de ces nouvelles. Mais le film vous donne un bon aspect de l'œuvre de FX Tool, mais FX Tool est... Alors, vous voyez ça c'est la version anglaise, tu vois, de ces nouvelles que j'adore. Mais franchement, je dois reconnaître, ces traductions ont toujours été très bonnes. Voilà. J'ai aussi les versions françaises, tu vois. J'ai les versions françaises. Français, hein. Livre de poche, vous pouvez me faire de la pub, hein, parce que je vous en fais là, coup pour coup. Comment ne pas penser à Barrera Morales en lisant ça? Voilà. Et t'as à la page, je crois, 113, enfin bref, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose, si tu pleures pas, t'es pas humain. Bref, et l'émotion est toujours à fleur de peau. C'est les rares romans qui m'ont développé mon IQ Box. C'est très fort, c'est très fort à lire, très fort, et je vous le conseille. Je vous les conseille. FX Tool, c'est de l'indispensable. C'est véritablement de l'indispensable à avoir. Pour moi, t'es un pirate de la boxe, tu te prétends hardcore, t'as une bibliothèque boxe, t'as pas FX Tool. Je sais pas si je vais commencer à te prendre au sérieux, mais indispensable. Voilà, FX Tool. Et on va continuer sur la production française avec quelqu'un que vous connaissez, mais je vous en parle tout de suite. Boum, Nicolas Zeller, Beauté du geste. Alors on en a déjà parlé, vous pouvez retrouver des podcasts avec notre ami Nicolas qui tient aussi Culture Box. Voilà. Et ce livre est très intéressant pour moi, pour la production française. Pourquoi? Parce qu'il me donne espoir. Tout simplement, ce mec me donne espoir. On a fait beaucoup d'émissions ensemble, c'est un mec. Vous voyez, on a fait des podcasts, ça a toujours été extrêmement agréable. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, c'est ça la force d'Internet, c'est ça la force des médias sociaux. On a l'impression de se connaître, on ne s'est jamais rencontré. Mais moi, quand j'ai vu son livre, c'est beaucoup d'espoir qui est arrivé. Parce que comme je vous le dis, je suis prompt à déchirer tous les casuals français, mais là on en est sur autre chose. Et pour moi, je devine un futur écrivain de boxe dans la logique et la mentalité
et comment les écrivains de boxe sont perçus et compris aux États-Unis. Voilà, je vois ça. Alors ce livre est très très simple, enfin pas très simple, mais très facile à lire. Très facile, ça va aller très vite de lire. Ce sont des lettres, une sorte de lettres ouvertes envoyées à des figures de la boxe ou à des personnes qui ont gravité dans le monde de la boxe et même à des écrivains, comme Hemingway qui était un fan de boxe, etc. C'est des lettres qui leur sont directement adressées. Il y a des icônes d'hier et d'aujourd'hui. Et avec un style très qui va à l'essentiel. C'est très concis, on est presque dans de la fulgurance. En termes d'écriture, on est dans la fulgurance. Par exemple, la lettre à James Toney, c'est 3 pages. C'est 3 pages, c'est concis, voilà. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne prend pas le pli, ça ne fait pas, je dirais pas l'erreur, mais ça ne fait pas cet éternel problème qu'est la production littéraire de boxe française, à revenir toujours à faire de la vulgarisation pour débutants. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement agaçant pour tous les fans hardcore d'avoir un livre en français, donc facile à lire, mais qui n'est pas intéressant puisque ça nous redit tout ce qu'on sait déjà. Et parfois ça le dit mal. Voilà. Et de refaire toute la vulgarisation, je veux dire, comme si le lecteur de livres de boxe était perpétuel, alors j'arrive plus à dire, était depuis toujours, on va s'en sortir comme ça, était depuis toujours un novice. C'est l'éternel novice qui lirait ton livre. Non, voilà. Et donc là, j'aime ça. Et donc, il crée, par ce fait-là, une connivence entre lecteur et Nicolas Zeller, l'écrivain. Il y a une connivence qui se fait parce que, parle le même langage. On est du même niveau, on parle le même langage. Et donc, c'est très bien. Et puis, il en faut peu aussi, parfois, pour avoir un vrai propos et une vraie proposition. Notamment, ce qui m'a bien marqué, c'est il faut, pour comprendre George Foreman, il faut peut-être s'intéresser à Sonny Liston. C'est des réflexions que j'aime beaucoup chez lui, que voilà, toujours aller trouver l'origine d'une aura. L'aura d'un boxeur est peut-être aller chercher ailleurs que lui-même. Ça me plaît beaucoup. Bref, ça va très vite à lire, c'est percutant. Regardez Joe Louis par exemple. C'est percutant, c'est très appréciable et pour moi je trouve que c'est un très bon début qui va nous en pondre des autres, j'en suis sûr. Et ça me plaît beaucoup. Et pour continuer de parler de production française, je le tiens, lui aussi a fait participer à des podcasts. À chaque fois on n'a jamais eu de chance, il y a eu toujours des emmerdes techniques dues à ma faute, mais ce mec c'est Antoine qui tient un site 130 livres, jeu de mots bien sûr, 130 livres, les plumes, voilà, avec franchement, si vous avez besoin de lire de très beaux textes pugilistiques, allez sur ce blog, un blog à l'ancienne, voilà, ça s'appelle 130 livres, je mets le lien, 130 livres tenus par Antoine, qui lui aussi, franchement, va nous en pondre un de ces quatre, par rapport à la boxe, et pour moi, c'est 2 rencontres, c'est 2 mecs, ces 2 mecs-là qui me donnent beaucoup d'espoir dans les changements de mentalité sur la boxe. Il y a en France de plus en plus d'amateurs et de fous, d'amoureux de la boxe, et le retard en termes culturels, en termes de production littéraire forte et grand, même je dirais abyssal si tu compares aux États-Unis, mais avec des mecs comme ça, ça va monter le niveau franchement comme jamais. Franchement comme jamais. Donc c'est ma touche d'espoir. On a quand même 3 œuvres. On a un très beau site, 130 livres. On a ça. On a Sibyl qui a fait ce comic books. Franchement, ça part bien. Voilà, c'était le Capitaine Crochet,
ma bibliothèque box, mes conseils de lecture. J'espère que vous êtes régalés. J'espère que ça va vous donner envie d'en acheter un, d'en commander un, de vous plonger dedans. Et n'hésitez pas, dans cette vidéo, après, à commenter, à me donner vos réflexions. C'est très important et ça sera lu, je vous le promets. Mes pirates, alors c'est les chroniques du Capitaine Crochet. J'oublie toujours de le dire, mais mets un pouce si t'as aimé, abonne-toi si tu me découvres. Il y a une page Tipeee ici, par hasard, si jamais t'as envie de soutenir la page. Voilà, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes pirates!